Allez, Laura, on y va, il est 19h03. On y va, on se lance? Très bien. Allez, super. Alors, je vous présente Laura vite fait, si vous voulez bien. On y va. Donc, Laura, déjà que je remercie d'être avec nous ce soir, qui a accepté directement notre invitation pour présenter son ouvrage et nous parler un petit peu de ce qu'elle fait. Donc, Laura, elle est diplômée de sciences politiques de la Sorbonne et de HEC. Et c'est probablement ça qui lui a donné envie d'entreprendre. Elle a passé des concours d'éloquence, le concours Fleur d'éloquence de la Sorbonne en 2014, jusqu'au concours de l'éloquence d'HEC en 2017. Et elle a fondé l'École de la parole en 2019. C'est un organisme de formation qui propose des cours en prise de parole individuelle ou de groupe. Elle fait également des concours d'éloquence en école ou par groupe. Et actuellement, elle partage son temps entre l'école de la parole et les cours qu'elle donne à HEC et en école privée. Et évidemment, elle nous prépare et on la réinvitera d'ici là pour un deuxième ouvrage qui sera, j'espère, aussi passionnant que le premier. Laura, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais en tout cas, on vous laisse la parole et on est tous très intéressés de vous écouter. Merci beaucoup. Alors, vous avez beaucoup parlé des concours d'éloquence, mais je ne voudrais pas que le mot impressionne. C'est vrai que lorsqu'on parle d'éloquence, on pense tout de suite à Cicéron et Démosthène. Moi, j'enseigne plus la prise de parole, donc pas les grands effets de manche, les grands effets de style, mais beaucoup plus la parole efficace, celle qui permet de transmettre vos idées, vos émotions à d'autres personnes. Et vraiment, je ne voudrais pas que ce mot impressionne trop ou semble trop élitiste lorsqu'on parle d'éloquence. C'est surtout faute d'avoir un meilleur mot. Une question que je pose souvent et que j'aimerais vous poser aussi, c'est qu'est-ce que c'est pour vous un bon discours? Et qu'est-ce que c'est pour vous un bon orateur? Pour vous, est-ce que le meilleur discours, ça va être des discours, alors là on a la chance d'en entendre beaucoup en ce moment, les discours très charismatiques, très énergiques? Est-ce qu'il s'agit plutôt de discours plus dans la posture d'un manager? Est-ce que c'est un discours qui se mesure à ce qu'on en retient? Est-ce que c'est des discours plutôt très littéraires? Qu'est-ce que c'est pour vous un bon discours? Et qu'est-ce que c'est un bon orateur? Et alors, une chose qui me frappe quand je pose cette question, n'hésitez pas à répondre d'ailleurs, c'est une véritable question, un peu une question rhétorique. Et une chose qui me frappe, c'est qu'on répond souvent déjà des modèles masculins et souvent des orateurs politiques ou des avocats. On va très souvent citer, alors peut-être que je fréquente un peu trop de conservateurs strasbourgeois, et très souvent citer le général de Gaulle comme orateur, Maître Dupond-Moretti, Maître Vergès. Et donc, déjà, ça manque peut-être de modèles féminins. Et je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont connectées et j'aimerais tout de suite vous rassurer là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il y a en effet un manque de modèles féminins en éloquence que les femmes n'ont pas leur place. Au contraire, et c'est pour ça que je vais beaucoup vous parler et que je parle beaucoup dans le livre d'état d'esprit, plus que de technique, parce que ce qui va faire le bon orateur, c'est surtout d'être dans le bon état d'esprit face au public. Le livre commence par un quiz, un petit quiz pour savoir quelle est, vous, votre posture d'orateur. Est-ce que vous êtes plutôt dans le style de l'orateur boxeur, celui qui, avant le discours, va se dire « je vais leur montrer ce que j'ai dans le ventre ». Est-ce que vous êtes plutôt dans le style de l'orateur diplomate, celui qui estime qu'un bon discours, c'est un discours qui a fait consensus, qui satisfait tout le monde? Est-ce que vous êtes plutôt dans le style de l'orateur écrivain, qui pense qu'un bon discours, c'est un discours bien écrit, avec de belles figures de style? Donc, il y a différents styles. Le livre s'ouvre par ce quiz qui vous invite à définir, vous, ce que vous attendez d'un discours. Évidemment, dans pas nos j'en vois de très intéressantes dans le chat, que je lis en même temps. Et ça peut se mesurer à ses effets, ça peut se mesurer à la qualité du discours lui-même, du choix des mots, et évidemment, est-ce qu'il a atteint son objectif ou pas. Mais donc l'essentiel pour ça, c'est d'être dans l'état d'esprit qui vous correspond,
et de ne pas chercher à faire un discours très énergique, très charismatique, si ce que vous vouliez, c'était convaincre avec les chiffres et la raison. Et donc, cette question, gardez-la à l'esprit. Quel est votre orateur, votre oratrice préférée? Qu'est-ce que c'est pour vous un bon discours? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et chacun va avoir son opinion. Je voulais surtout aujourd'hui vous parler du livre « L'école de la parole », donc, qui est organisé en deux parties après ce quiz. La première partie qui donne des conseils, des techniques pour mieux réussir à faire passer vos idées et vos émotions et surtout pour dépasser tous ces filtres, toutes ces autocensures qu'on s'inflige à soi-même. Parmi les meilleurs orateurs que j'ai entendus, alors est-ce qu'il est connecté? J'aimerais rendre hommage à mon cousin qui avait 9 ans quand je l'ai entendu faire un commentaire sportif en complète improvisation. Le commentaire sportif, j'ai toujours estimé que c'était l'une des formes les plus hautes de l'éloquence parce que ça demande à la fois de l'expertise, ça demande de l'improvisation, ça demande d'être extrêmement rapide, vif d'esprit, ça demande de s'adapter en direct à ce qu'on voit à l'écran. Et je suis sûre que vous avez aussi des modèles en tête. Les enfants sont excellents à cet exercice et souvent les adultes beaucoup moins parce qu'on a tendance à s'auto-censurer, à se dire ça ne sera pas assez bien, à se dire je vais être déstabilisé, à se dire ah j'ai pas été tout à fait précis. Et ça c'est dommage. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup d'état d'esprit et que la deuxième partie de ces conseils porte sur le lâcher prise, sur l'écoute, sur les capacités d'improvisation, de réaction, beaucoup plus que sur les techniques traditionnelles. Donc, comment écrire un discours avec des figures de style, comment travailler la mémoire, comment travailler la gestuelle. Je ne voudrais pas qu'après avoir lu ce livre, on soit bloqué par la question de se dire est-ce que j'ai mis mes mains dans mes poches ou pas? Est-ce que j'ai bien commencé? Est-ce que j'ai bien articulé? Tout ça, ça devrait venir naturellement et surtout par le lâcher-prise. La deuxième partie du livre, donc là, c'est plus des conseils, c'est surtout des fiches détachables, avec ce côté gris-gris. On peut mettre les fiches dans sa poche, dans son sac avant un discours, et qui s'intéressent à plusieurs situations qui vont du message sur un répondeur. Et vous le savez, on peut être un excellent orateur et être terrifié à l'idée de laisser un message sur un répondeur, jusqu'au discours de mariage, ce que je n'ai pas encore été amenée à faire, mais qui est un grand classique dans les films. Et parce que chacune de ces situations, qu'on parle devant un jury, qu'on laisse un message sur un répondeur, qu'on fasse un discours de mariage, a ses codes propres, ses propres attendus. On ne va pas attendre la même chose d'une plaidoirie, où le but, c'est de défendre, donc de pouvoir évaluer le pour et le contre, d'un discours politique qui est tourné vers l'avenir, ou des discours qu'Aristote appelait épidictiques, c'est-à-dire les discours qui sont du domaine de la louange ou de l'humour. Donc, lorsque vous savez quel est le but que vous voulez atteindre avec votre discours, vous pouvez aussi beaucoup plus facilement, évidemment, vous adapter à la situation et de là découle plus naturellement la structure et les techniques. Donc, j'espère que vous avez compris. Les techniques, c'est au second plan dans les livres et je m'intéresse surtout à comment adopter le bon état d'esprit et lâcher prise pendant son discours. Et si vous avez bien sûr des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas. Je n'avais pas du tout l'intention de faire une présentation magistrale. Et je dois vous dire que lorsque je fais des cours par Zoom, les élèves sont rarement aussi attentifs. Donc je vous remercie déjà d'avoir mis la vidéo. Beaucoup plus agréable de parler à des visages qu'à des écrans noirs. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Si vous avez bien sûr des questions, des remarques, n'hésitez pas. Moi, j'en ai quelques-unes pour vous, bien sûr, mais je vais attendre la fin de cette présentation pour vous donner quelques exercices chez vous. Et notamment, vous y attendiez, j'espère, les exercices sur la prononciation. Vous connaissez tous les virelangues, vous connaissez tous les chaussettes de l'archiduchesse. Est-ce que vous connaissiez mon préféré,
16 chaises sèches. Alors, comme je vois que vos micros sont coupés, c'est dommage. Est-ce que vous voulez vous... Laura, vous pouvez les activer quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, je ne vais pas avoir ce sadisme. Par contre, si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas et répétez tous avec moi. 16 chaises sèches. Voici une excellente préparation avant un discours. Et comme j'ai la chance, ce qui arrive rarement, de parler au consistoire israélite du Bas-Rhin, j'aimerais vous soumettre sa version allemande. Concentration. Zwischen 22 Zwischenzweigen zittern 22 zwitschernde Schwalben. Alors, s'il y a des noms germanophones parmi vous, ne vous découragez pas. On y arrive, à force de bredele. Bon, si vous voulez, je vous l'enverrai. Ça, ce sont d'excellents exercices justement pour se mettre en condition. Parce que lorsque je parle d'état d'esprit, je parle surtout de ces premières minutes, ces premières secondes du discours. Un exercice que je fais très souvent au coaching, c'est simplement de demander aux étudiants de sortir de la salle et de revenir et de nous faire comprendre sans un mot, uniquement par leur posture, par leur regard, par leur gestuelle, que l'étudiant qui est sorti et qui rentre va tous nous virer dans la salle. Et donc là, on voit rentrer des étudiants, l'air décidés, qui visiblement assument leurs décisions, qui vont tous nous virer. Et tout ça sans dire un mot. Puis après, je leur demande à nouveau de sortir et de rentrer, mais cette fois, qu'ils soient prêts à ouvrir le champagne et à fêter l'entrée aux bourses de l'entreprise. Et là, on voit rentrer des étudiants qui ont le visage radieux, qui, juste par leur posture, sans rien ajouter, sans aucun mot, vont réussir à faire passer la joie, l'enthousiasme. Et je trouve que cet exercice illustre bien ces premières secondes avant le discours, illustre bien la manière d'exister avant son discours, de se poser avant son discours, parce que ça illustre déjà toute cette posture, cette manière de se tenir droit, d'avoir le regard droit qui s'adresse aux gens, et de tout ce qu'on appelle le charisme, qui est tout un ensemble de symptômes qu'il ne s'agit pas d'analyser un par un. On ne va pas à chaque fois se demander où est-ce que j'ai mis mes mains, où est-ce que je regarde, etc. Mais qu'on va voir dans son ensemble. Alors, je vois qu'il y a une question. Une question de linguistique de Pauline, merci beaucoup. Et donc la question est des virlogues, est-ce qu'ils aident à faire moins de lapsus ou de fausses liaisons? Et que faire des vocalises, ça échauffe la voix, ça échauffe les cordes vocales. Et les virlogues, est-ce que ça aide? Alors les virlogues, déjà, ça aide à entraîner les muscles de la mâchoire, ce qui est encore plus efficace. Alors, j'ai pas de stylo autour de moi, dommage. C'est de mettre un stylo entre ses molaires et de faire ses virlogues pour échauffer les muscles de la mâchoire. Et peut-être que c'est psychologique, peut-être que ça a un réel effet musculaire. Là, je ne suis pas médecin, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, ça aide à penser, à bien articuler. Ce bon état d'esprit, donc ça se manifeste par la posture et ça se manifeste par, je dis souvent, le fait d'être soi-même à 110%. Vous ne jouez pas un rôle. Ce n'est pas parce que vous allez faire un discours énergique que tout d'un coup, vous entrez dans le rôle du général d'infanterie. Par contre, vous allez parler un petit peu plus fort que la normale. Vous allez parler pour la dernière personne du fond de la salle. Vous allez articuler un peu plus que dans une conversation avec des amis. Vous allez vous tenir légèrement plus droit. Donc, vous allez jouer votre propre rôle à 110, 115%, c'est toujours une question d'équilibre. Évidemment, les chiffres sont arbitraires, mais être soi-même en un petit peu plus. Tenir un peu plus droit, parler un peu plus fort, articuler un petit peu mieux. Et donc, ces exercices d'échauffement vous aident à penser, à mieux articuler. Et n'hésitez pas à faire chez vous l'exercice avec le stylo entre les molaires.
parce que ça nécessite de l'entraînement. Donc, ces premières secondes sont essentielles lorsqu'on arrive sur scène, que ce soit dans une réunion, que ce soit avec des amis, que ce soit même dans une réunion Zoom. Alors, je vous avoue tout de suite que la réunion Zoom ne fait pas partie des 16 fiches, des 16 situations que j'avais envisagées au moment de l'écriture du livre, que ça a des spécificités. Alors, ça a une spécificité qui est géniale, c'est qu'on peut poser des questions en direct, qu'on peut partager son écran aussi, donc on peut vraiment interagir. Même à, je vois que là on est 33, et bien même à 33 on peut avoir des interactions aux quatre coins de la France. Ça a aussi beaucoup d'inconvénients, notamment le fait qu'il y a un écran entre nous et donc qu'on est rapidement très monotone. Mais ça souligne ces spécificités du discours par rapport à l'écrit. Un discours, ce n'est pas un texte écrit. On peut le regretter, on peut s'en féliciter, mais dans un discours, on ne peut pas revenir en arrière comme dans un texte écrit. On ne peut pas s'arrêter sur chaque mot et rêver sur un mot. On ne peut pas aller chercher une référence. Et surtout, un discours, ça ne s'ouvre pas comme on ouvre un livre. C'est-à-dire que vous devez aller chercher votre public. Alors que le livre, bon, la personne qui vous lit a décidé de vous inviter dans son salon, dans son lit, souvent. Tandis que le discours, c'est vous qui devez aller chercher le public. Là, je vous parle, bien souvent, enfin, déjà, vous avez fait l'effort de vous connecter, je vous en remercie, mais souvent, vous êtes en train de penser à ce que vous prendrez pour dîner, à ce que vous ferez demain, au temps qu'il fait, aux élections américaines. Et c'est à moi, par le discours, de réussir à saisir votre attention. Alors, il y a des moyens plus ou moins honnêtes pour ça. Évidemment, si je me mets à crier, j'aurai votre attention, mais ça sera momentané. Parce que l'audition, c'est un des sens qui est le plus difficile à bloquer. D'autant plus avec la caméra, je le verrai tout de suite si vous vous bouchez les oreilles. Donc ça peut être par des moyens plus ou moins honnêtes, mais ça peut aussi être capter votre attention par de belles figures, par des images qui vont marquer votre mémoire, par des comparaisons. Un exemple que j'ai vu aujourd'hui, c'est un exemple que j'ai vu sur Twitter. Bon, on sait tous qu'il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes. Vous avez peut-être souvent entendu que cette différence en France en 2020 est de l'ordre de 81%. C'est des chiffres, c'est convaincant, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va facilement mémoriser, d'autant que ce sont des chiffres qui changent chaque année. Bien, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est nous sommes le 4 novembre, et bien à 16h16, on considère que les femmes ne sont plus payées par rapport aux hommes. Donc c'est simplement une manière de ramener les chiffres à l'échelle d'une année. On dit c'est 81% à l'échelle d'une année, ça nous ramène au 4 novembre 16h16. Mais ça va le rendre beaucoup plus mémorable parce que c'est une échelle qu'on connaît. Souvent, lorsqu'on parle d'histoire, on va dire, si on considère que la Terre a été créée à minuit, dans une journée, eh bien l'homme est apparu à 23h59 le 31 décembre. Eh bien, ramener à l'échelle d'une journée, ça nous donne une idée de ces ordres de grandeur qui, sinon, sont difficilement concevables et difficilement contextualisables pour nous. Donc tout ça, c'est des moyens rhétoriques qui permettent de marquer les esprits et de marquer la mémoire. Donc il y en a beaucoup que j'étudie dans le livre, des moyens rhétoriques, des figures de style, des moyens plus ou moins honnêtes. Par contre, ce que j'aimerais préciser quand même tout de suite, c'est que ce n'est pas un manuel de manipulation. Au contraire, je le vois plutôt comme une manière de déjouer la manipulation, de vous immuniser contre la manipulation. Parce qu'à une certaine échelle, tout est plus ou moins de la manipulation, puisqu'on essaye de convaincre des gens lorsqu'on prend la parole, de défendre une idée, de faire partager une émotion. Mais si vous êtes au courant des différentes formes rhétoriques, si vous connaissez différents types d'arguments et différentes manières de les présenter, eh bien vous pourrez aussi plus facilement voir le fond du discours et être moins sensible à ces manières de les présenter, être moins sensible à la forme. En tout cas, savoir mieux l'analyser et la prendre avec plus de recul et d'objectivité. Et ça, c'est certainement nécessaire en ce moment, où on entend tellement de discours avec tellement de procédés rhétoriques.
Bien, le procédé dont je viens de vous parler, par exemple, je l'ai entendu utiliser, donc celui qui consiste à contextualiser les chiffres. Je l'ai entendu, c'était il y a quelques jours, lorsque Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, disait voilà, pendant la durée de ce discours qu'il faisait, si je ne me trompe pas, sur BFM TV, pendant la durée de ce discours, 4 personnes sont mortes du coronavirus. Eh bien, le fait de ramener un nombre de morts qui nous semble, et surtout en ce moment très abstrait, à la durée de son discours, donc à une durée qu'on peut tout de suite contextualiser, qu'on a tout de suite à l'esprit, eh bien c'est très puissant rhétoriquement. Évidemment, ça ne veut pas dire que 4 personnes sont mortes précisément pendant la durée de son discours. Et évidemment, ça ne veut pas dire que s'il n'avait pas fait son discours, il aurait sauvé 4 vies. Mais donc le procédé rhétorique, lorsqu'on sait le repérer, on sait aussi le déjouer. Et c'est pour ça que la parole est une liberté. C'est pour ça que comprendre les mécanismes rhétoriques, c'est aussi faire preuve d'esprit civique. C'est aussi vous-même vous immuniser contre la rhétorique adverse, soit des personnes avec qui vous débattez, soit des discours politiques, des discours judiciaires que vous entendez. Et donc, c'est pour ça que je suis particulièrement fière de pouvoir parler aujourd'hui au consistoire israélite. Est-ce que vous avez repéré des figures rhétoriques récemment? Est-ce qu'il y a des discours qui vous ont marqué récemment? Alors, je pose la question parce qu'on entend beaucoup de discours en France et à l'étranger. Et j'aimerais savoir s'il y en a qui vous ont particulièrement marqué. Enfin, on est vraiment dans une période où les discours qui sont prononcés aujourd'hui seront probablement dans les livres d'histoire dans quelques années. Alors, on n'a peut-être pas eu les petites phrases comme I had a dream, mais on a eu de belles petites phrases, alors qu'on voit peut-être plus par écrit en ce moment, parce que forcément, les Twitter encouragent à ça. Alors, les annonces de victoire anticipées. Alors, ça a été beaucoup trop rapide pour moi, puisque c'était cette nuit. Est-ce que ça a été fait en discours ou est-ce que ça a été fait sur Twitter? Parce que bon, la spécificité de Trump comme homme politique et dans son style rhétorique, c'est qu'il arrive à jongler entre l'un et l'autre, entre Twitter et les discours réels, de sorte qu'on ne fait plus bien la différence. Et ça, c'est un tournant qu'a pris la parole politique ces dernières années, c'est d'être très centré sur les petites phrases qui vont faire la différence. Et donc là, ça met bien en valeur les figures de style. On se souvient tous de l'anaphore « Moi, président » de François Hollande, vous êtes un petit calomniateur », ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Évidemment, c'est plus synthétique, mais c'est probablement plus difficile de garder son objectivité. Nous sommes en guerre aussi, des formules fortes. Ce que je vous conseille, si vous vous intéressez au discours historique, c'est de regarder sur le site de l'INA, des archives de l'INA, la section petites phrases, où vous voyez beaucoup de ces petites phrases qui ont marqué l'histoire de la rhétorique, depuis le monopole du cœur jusqu'au... Qu'est-ce qu'on a eu vous bêler comme des brebis, cessez de m'interrompre comme un roquet. Il y a quelques petites phrases qui ont fait la grande histoire et qui vous montrent donc l'importance des figures de style lorsqu'on maîtrise déjà le bon état d'esprit. Je vous ai compris. Et je suis ravie de voir, Pauline, que tes élèves font des concours d'éloquence. Ça fait aussi partie de ce que je voulais vous recommander. Si vous avez un jour l'occasion de participer à un concours d'éloquence, alors c'est vrai qu'il y en a de moins en moins en ce moment, à cause, bien sûr, du confinement, mais c'est un excellent moyen de se forcer à prendre la parole. C'est toujours impressionnant, c'est toujours intimidant, même quand on a l'habitude de parler devant un public, de préparer un discours, de l'écrire avant de le dire, de s'imaginer le faire. Mais c'est justement en se forçant
C'est aussi en se faisant violence qu'on peut dépasser ses propres autocensures. Il y a plein de types de timidité différents, plein de pensées négatives qu'on peut avoir avant un discours. Moi, par exemple, une des choses qui va vraiment me bloquer avant un discours, ça va être la difficulté à prendre la parole. Quand je suis dans un grand groupe, j'ai du mal à prendre la parole. Une fois que je suis lancée, il n'y a plus tellement de soucis. Mais par contre, pour la saisir, là, j'ai des difficultés. Il y a des personnes qui vont avoir peur de se faire interrompre, qui vont avoir peur d'être déstabilisées pendant un discours. C'est encore un autre type de timidité. Il y en a qui vont avoir peur de ne pas être à la hauteur. Il y en a qui vont avoir peur de dire des choses fausses, qui vont avoir peur du blanc. Alors, je vous dis tout de suite, le blanc, ça n'existe jamais dans un discours. Il y a toujours quelque chose à dire. Et même si on se laisse désarçonner, on peut toujours dire, et en général, le public est votre allié, sauf lorsque vous êtes examiné par un jury ou par des juges, mais c'est des cas relativement rares. Mais en général, le public a choisi d'être là et de vous écouter. Donc, il est plutôt content de vous écouter. Il peut facilement se projeter à votre place. Et donc, si vous lui dites « Désolé, j'ai perdu mes mots, je ne sais plus trop où j'en étais. Où est-ce que j'en étais? Dites-moi, aidez-moi. » Bon, en général, on va vous aider, on va vous tordre une perche. Et en tout cas, ça vous laissera le temps, vous, de vous remettre en selle. Merci Thibaut pour ta question sur les silences. Je ne m'attendais pas à un vouvoiement si respectueux, mais merci beaucoup. Le silence, c'est en effet essentiel en discours et c'est une chose qui fait très peur au début. Un exercice que je conseille dans l'école de la parole, c'est simplement de penser à une personne qui vous impressionne ou en cette période de confinement à la personne qui est la plus proche de vous et de jouer à « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Et là, vous voyez à quel point c'est difficile de tenir un silence. Parce que le silence, ça se tient, bien sûr, par le fait de ne pas parler, mais ça se tient aussi par le regard. Un silence, ce n'est pas un vide. Là, je pourrais parler 2 fois moins vite, parler sur un rythme François Bayrou, vous parler très doucement et on me comprendrait encore, et peut-être même que ça me donnerait un charisme plus posé, un style plus posé. Je pourrais essayer de jouer sur le silence pour obtenir les applaudissements. Le moyen le plus certain d'obtenir les applaudissements à la fin d'un discours, c'est d'envoyer votre décharge d'énergie, votre « Vive la République et vive la France !» et silence. Bon, évidemment, lorsque vos micros sont éteints, les applaudissements sont un peu moins assourdissants. Ça peut être tout simplement le silence, donc de parler plus doucement, de mieux porter les phrases, de ne pas finir les phrases sur une demi-interrogation. Souvent, lorsqu'on manque de confiance en soi, on finit les phrases un petit peu dans le vide, comme si on attendait que la personne en face vous confirme ce que vous venez de dire. Entraînez-vous à parler plus doucement pour mieux poser les phrases. Ce que je conseille, c'est de prendre un texte que vous connaissez par cœur, les Fables de La Fontaine, ou de lire un texte et de vous entraîner à le lire excessivement lentement. J'en vois déjà qui bâillent. Excessivement lentement. C'est un exercice, en effet, assez ennuyant, mais qui vous donne confiance en vous parce qu'il vous aide à assumer les silences et à vous rendre compte que souvent, le silence va être votre allié. Combien de fois j'ai vu des étudiants stressés par le temps? Bon, c'est tout à fait idiot d'avoir des temps aussi stricts lorsqu'on demande aux étudiants de faire des discours, mais qui, stressés par le temps, vont se mettre à parler très vite en espérant pouvoir caser plus de choses en un peu moins de temps. Et c'est dommage, parce qu'au contraire, lorsqu'on voit qu'il nous reste 2 parties à faire dans notre dissertation et qu'on n'a plus que 5 minutes, c'est le moment de dire eh bien, je n'aurai pas le temps de vous expliquer en détail mes 2 derniers points, mais je voulais surtout vous dire, et c'est le moment de synthétiser. Et c'est là que vous serez mémorable, c'est là que vous montrerez votre maîtrise du sujet.
l'idéal étant de réussir à tenir le temps. Si vous savez maîtriser les silences, si vous savez parler plus lentement, vous aurez aussi une palette beaucoup plus large. Vous pourrez beaucoup plus varier et donc être moins monotone. Vous pourrez, lorsque vous faites une énumération et que vous voulez passer rapidement sur quelque chose, eh bien, vous pourrez le dire plus rapidement. Et lorsque vous voudrez au contraire insister sur une chose, mettre un mot ou un autre en exergue, eh bien, vous pourrez diminuer le débit. Donc, ça vous aide à élargir votre palette. Vous pouvez élargir votre palette par le débit, donc en parlant plus ou moins vite, par le volume, en apprenant à parler plus ou moins lentement. Alors, sur ordinateur, ce n'est pas très efficace, mais lorsque vous êtes face à une classe, parfois, de parler plus doucement, ça va aider à retenir l'attention. Ou au contraire, de pouvoir faire preuve, encore une fois, de plus d'énergie en parlant un petit peu plus fort. En tout cas, de pouvoir moduler le volume. Donc, d'être à l'aise aussi bien lorsque vous parlez fort, ce qui est difficilement maintenable sur des cours de 3h30, ou lorsque vous parlez plus doucement pour capter l'attention. Donc ça, c'est différents moyens d'être moins monotone, donc de savoir varier le débit, le volume, de savoir mettre des images, contextualiser votre discours. Est-ce que vous connaissez d'autres moyens d'être moins monotone? Question qui revient souvent. Quand vous voulez captiver votre auditoire, alors pour ceux d'entre vous qui donnent des cours, qui font des réunions, alors l'humour. L'humour à manier avec précaution, mais qui peut être effectivement très puissant. Le type d'humour le plus efficace en discours, contrairement à l'écrit, c'est... Pardon, je lis le chat en même temps. Le type d'humour qui est le plus efficace, c'est celui qui est en interaction avec votre public. Une phrase que vous entendrez souvent de ma bouche, c'est que le meilleur orateur, c'est celui qui est capable de dire à vos souhaits à quelqu'un qui éternue dans le public et de reprendre le fil de son discours. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et il y a aussi beaucoup d'humour dans le fait de pouvoir, alors pas forcément trouver une tête de Turc parmi ses étudiants, ce n'est pas ce que je veux dire, mais de pouvoir réagir à son public. De pouvoir, en effet, faire des parenthèses, de pouvoir voir quand le public commence à s'ennuyer. Quand je dis le public, ça peut être tout aussi bien 500 personnes qu'un interlocuteur. De voir quand il commence à s'ennuyer et de reprendre son attention, soit en s'adressant directement à lui par des questions, par des gestuels, par du silence, soit en redynamisant votre discours, en parlant plus vite, en parlant plus fort. L'autodérision extrêmement puissant. Merci. Parce qu'en effet, en discours, beaucoup plus qu'à l'écrit, vous vous mettez en danger, vous vous montrez avant votre discours, vous existez par la manière dont vous entrez sur scène, par la manière dont vous sortez de scène. La scène pouvant être une salle de réunion, pouvant être, vous voyez, l'appart de mes grands-parents. Donc, vous vous mettez en scène et donc forcément, on va se faire, malgré soi, une opinion de vous. Donc, l'autodérision est extrêmement puissante. Vous pouvez jouer sur ces préjugés qu'ont les gens sur vous qui ne sont même pas forcément conscients. Et forcément, une fois que vous vous êtes adressé les critiques, ça va être plus difficile à d'autres de vous les adresser. Pour le coup, je sais que j'ai une voix extrêmement nasale, que ça passe mal à l'ordinateur. Mais une fois que c'est admis, une fois que j'en ai fait ma concession, ça vous sera plus difficile de me le reprocher. Surtout que c'est très difficile de changer sa voix. Et que je suis très mauvaise en imitation. L'autodérision, ce n'est pas forcément de s'envoyer des critiques. Ça peut être beaucoup plus drôle que ça aussi. Je lis le chat en même temps. En effet, c'est dur de ne pas perdre le fil de sa pensée. C'est pour ça que si vous avez la possibilité d'écrire votre discours, ne tombez pas dans le piège de tout écrire, mais écrivez plutôt des tirets. Simplement les grandes parties de votre discours, en tout cas, mettez
en avant les grandes parties de votre discours, que ce soit en mettant une partie du texte en gras ou souligné dans une autre couleur sur différentes fiches. Évitez les feuilles A4 complètement rédigées. Et évitez la mort par PowerPoint, donc de tout écrire sur votre PowerPoint. C'est le meilleur moyen de vous perdre et de perdre l'auditoire. Alors, je ne veux pas non plus vous retenir trop longtemps, je regarde l'heure. Ah, c'est parfait, on tient parfaitement le temps. Donc, je vous ai donné quelques conseils qui sont détaillés dans l'école de la parole. Quelques techniques, évidemment, il y en a d'autres, mais surtout, ce que vous y trouverez, c'est des mises en situation et c'est des exercices. Et donc, si vous n'avez pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres points qui vous ont dérangé récemment dans les discours, je sens que je prends un rôle beaucoup trop professoral et ce n'était pas mon intention. Moi, je voulais vraiment interagir avec vous. Et donc, si vous voulez, maintenant, on peut passer aux exercices. Donc, j'aimerais surtout vous donner quelques exercices qui vous seront utiles chez vous. Les exercices que j'ai proposés, c'est essentiellement des exercices qu'on peut faire seul ou à deux, qui au début ne sont pas trop intimidants. Et puis, évidemment, il y a une gradation et ça va jusqu'au concours d'éloquence. J'ai vu se connecter quelques adeptes de la conférence Berrier, les corridas de l'éloquence. On ne commence pas forcément par là. Donc, le plus simple à pratiquer chez soi, qu'en plus, personnellement, je trouve très drôle, c'est les virelangues, les chasseurs sachant chasser. Je suis passé chez Soch. Est-ce que vous y arrivez, celui-là? Sans faire de pub pour un quelconque opérateur téléphonique. Alors, je suis passé chez Soch. J'entends ma grand-mère qui s'entraîne à côté. Je sens qu'on n'y est pas encore tout à fait. Oui, S-O-S-H. Alors, un bon moyen pour s'entraîner sur les virelangues, c'est déjà de le répéter lentement et de bien ouvrir la bouche. On a l'air ridicule devant son écran. Un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien de chasse. Et puis après, de plus en plus vite. Et si la cathédrale se décathédralisait, la recathédraliserais-tu? À éviter la bouche pleine. On en a d'autant plus besoin aujourd'hui avec les masques. N'hésitez pas à vous entraîner. Et si vous voulez, je vous enverrai mon petit préféré, le 16 chaises sèches. Je le préfère parce qu'il est très court et très facile à retenir. Vous connaissez sans doute aussi gros, gras, grain d'orge? Gros, grand, gras, grain d'orge. Quand des gros, gras, grain d'orge riseras-tu? Bon, vous trouverez facilement de toute façon sur Internet, pour les germanophones, zwischen 22 Tschechen Zeigen. Et ça existe dans toutes les langues pour vous échauffer les muscles de la mâchoire. Peut-être les muscler, je ne sais pas. En tout cas, pour bien se rappeler d'articuler. Et puis surtout, ça vous aidera... Ah, je ne connaissais pas celui-là. Si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Et surtout, ça vous aidera à repérer les bonnes techniques pour la diction. Donc, notamment se tenir droit. J'ai remarqué aussi se tenir debout, ça aide à mieux articuler. Et le regard, regarder les personnes en face va vous aider à mieux articuler. Vous connaissez tous le panier piano. Bon, on finit vite par s'embrouiller lorsqu'on ne regarde plus la personne en face. Et bizarrement, panier piano, panier piano, panier piano est beaucoup plus facile lorsqu'on a les yeux ouverts que les yeux fermés. Alors, pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie du discours, une grande partie de l'humanité, de l'interaction qui passe par le regard. Je regarde le chat. Alors, parler devant un miroir, c'est un exercice qui est souvent recommandé en éloquence. Il y a un excellent livre de Maître Perrier qui recommande beaucoup de s'entraîner devant un miroir lorsqu'on doit passer un examen.
moi, je le recommanderais surtout dans les cas où vous êtes jugé. Pas dans les cas où vous êtes face à un public bienveillant, pas dans les cas où vous cherchez de l'interaction, mais si vous passez le grand oral du bac cette année, et si vous préparez un examen que vous devez passer devant un jury, là, ça peut être utile. Dans les autres cas, je trouve que ça renforce surtout les mécanismes d'autocritique. Si on va tenter 2 fois le discours, on ne va pas se trouver bon, parce que personne ne se trouve bon en se regardant la première fois qu'on fait un discours. Et donc, ça risque plutôt de vous décourager. Un autre moyen aussi de se juger soi-même, ça peut être comme dans les polyphonies corses, vous savez, de mettre la main en entonnoir entre votre oreille et votre bouche. J'ai un peu de mal à le faire. Voilà, entre votre oreille et votre bouche pour entendre votre voix telle que les autres l'entendent. Pas votre voix une fois qu'elle résonne dans votre boîte crânienne, mais votre voix comme elle est perçue. Ou, pour les plus courageux, de s'enregistrer et de se réécouter. Mais c'est un exercice extrêmement difficile que je ne maîtrise toujours pas, celui d'être capable de se réécouter. C'est-à-dire d'écouter sa voix, non pas telle que vous y êtes habitué, mais telle que les autres l'entendent, et de se regarder. Voilà. L'importance de saisir le regard, bien sûr, de capter le regard. Et ça, on ne l'a pas tellement devant un miroir. Donc, si vous avez l'occasion de pratiquer devant d'autres personnes, n'hésitez pas. Alors, donc, je vous ai promis quelques exercices. Quelques exercices, donc les virelangues, les fameux chasseurs sachant chasser. Et Stéphane m'a proposé tout à l'heure, avec beaucoup de sadisme, d'allumer le micro de certains. Je serais presque tentée de le faire maintenant, d'allumer un micro au hasard et de vous demander de me Perso, dire. je suis pour. Hein. Est-ce qu'on essaye? Ah ouais, on peut essayer. Je sens que... Non, c'est trop Donc on rigole un petit peu. Non, chacun décide s'il veut participer. D'abord la participation personnelle. Je ne me permettrai pas de pointer du doigt. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à le faire si ça vous intéresse, les 16 chaises sèches, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Et surtout, si comme moi, vous avez tendance à parler du nez. Alors, je sens que Pauline Elliott a une grande dette envers Thibaut, mais elle a la bouche pleine, on va éviter. Et donc, je vous conseillais les virelangues. Je vous conseille aussi, et encore une fois, j'insiste en ce moment, d'écouter les discours politiques. Vous en avez tous les mercredis sur Public Sénat. Je ne pensais pas un jour recommander d'écouter Public Sénat. Les pauvres, il faut bien leur faire un peu d'audience. Donc, Public Sénat, le mercredi après-midi, les questions au gouvernement, ou d'ailleurs TF1 à peu près n'importe quoi en ce moment. Écoutez des discours politiques, mais les écouter avec un esprit critique. Ça permet de déjouer ces mécanismes rhétoriques, ces procédés rhétoriques, et donc d'y être plus sensible et de savoir, vous aussi, mieux les maîtriser. Vous demandez à chaque fois, mais qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'il ou elle veut vraiment dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi est-ce que cette personne le dit de cette manière, surtout? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le ton est adapté au message? Alors, Jean Lassalle, un coup de cœur du discours, bien sûr. Je n'ai pas écouté sa dernière intervention à l'Assemblée, mais j'ai été captivée par la dernière intervention d'Olivier Véran. Alors, je ne tiens pas à conseiller Meyer Habib, mais je vois un Meyer qui est connecté et qui a sans doute très envie de nous faire un petit virlogue. Est-ce que tu sais nous faire les chasseurs sachant chasser? C'est un nom. C'est un nom. Bon, ce sera quand tu voudras. François Ruffin
Alors, un style de discours très particulier que personnellement j'aime beaucoup. Il va toujours commencer par une histoire. Et souvent d'ailleurs la partie où il parle des histoires va être assez longue. D'ailleurs c'est ce qu'a fait Olivier Véran aujourd'hui lorsqu'il a dit j'ai visité 2 personnes et qui ne se contente pas de dire 2 personnes de manière abstraite, mais qu'il va dire ouais, il y avait un jeune homme de 28 ans dans le coma. Lorsqu'on raconte des histoires, on peut beaucoup plus facilement capter le public, emmener le public. Ah, il faut que j'écoute ce discours de Jean Lassalle. J'ai pris un peu de retard aujourd'hui. Il faut dire qu'on en prend rapidement ces temps-ci. Donc un bon moyen de capter l'attention, c'est par des histoires, c'est par des questions, qui peuvent être des questions rhétoriques, si vous avez peur de vous faire déstabiliser, par exemple. Mais savez-vous ce que c'est la réalité? Eh bien, je vais vous le dire. La réalité, c'est, double point, et votre exposé. Une question rhétorique, une question que vous posez à vous-même, pour laquelle vous n'attendez pas nécessairement de réponse, mais qui va capter l'attention, parce qu'on est sur le mode interrogatif, ou de véritables questions que vous pouvez poser au public dans certains contextes. Donc les histoires, les anecdotes, les traits d'humour, les citations. Alors les citations à manier avec prudence, les citations. Faites attention à ce qu'elles soient courtes, surtout, parce qu'on est à l'oral, et que l'oral a cette différence sur l'écrit qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas vérifier l'auteur de la citation. Donc, essayez de rester court. Alors, Meyer, tu avais un virlogue pour nous. On t'écoute. Ah, là, ton micro est coupé. Alors, j'étais exactement comme ça quand je devais faire des discours. Et d'ailleurs, vous ne m'avez pas vu, mais avant de me connecter au Zoom, je me disais aussi, non, non, surtout pas. Ça y est, on est connecté, je crois. Tu m'entends, Laura? Vas-y. 6 couteaux à steak, asticote, un steak instable. Wow, je ne le connaissais pas celui-là. 6 couteaux à steak, asticote, un steak instable? Oui. C'était ça? Ah ben super. À steak, asticote, un steak instable. Pardon? 6 couteaux à steak, asticote, un steak instable. Waouh! Bah là, on sent la pratique. Vous voyez, je ne peux que vous encourager à pratiquer. Vous voyez les résultats. Merci beaucoup, Meyer. Et tu vois qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur avant le discours. Et souvent, et tous, on est intimidés. Et le seul moyen de commencer, et vous allez voir, j'ai une méthode révolutionnaire. Le seul moyen de commencer, c'est de commencer. C'est de sauter du plongeoir. Mais c'est surtout de se dire qu'une fois qu'on a fait ça, ça vous aura aguerri. Que les personnes en face de vous ne sont pas des juges, mais ont envie de vous écouter, pourraient tout aussi bien être à votre place, et que vous avez quelque chose à leur apporter. C'est de se mettre dans la posture du boxeur et de se dire, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je vais leur montrer ce que j'ai dans le ventre. Et si vous avez cette posture déjà en entrant, cet état d'esprit, déjà en montant sur l'estrade, en montant à la tribune, en vous levant de votre chaise lorsque vous faites une présentation ou lorsque vous animez une réunion, eh bien, déjà, vous existerez avant votre discours. Alors, une longue question. Alors, comment faire pour rendre les articles de loi attractifs et pas ennuyeux quand on fait un discours sur la justice par rapport à une situation qu'on dénonce? Alors, lorsqu'on parle de concepts abstraits, et ça, bon, j'en fais souvent l'expérience parce qu'en ce moment, je donne des cours de grammaire et d'orthographe. Donc, lorsqu'on exprime des choses assez rébarbatives, la clé, c'est déjà d'être à l'écoute. L'une des premières questions que posent la moitié des profs lorsqu'ils arrivent en classe, c'est, bon, aujourd'hui, nous allons parler de laïcité. Qu'est-ce que c'est la laïcité pour vous? Ce n'est pas par paresse, ce n'est pas pour que les élèves fassent le cours à leur place, mais c'est déjà pour être à l'écoute et pour savoir d'où on part. Pour pouvoir donner le même sens au mot. Parce qu'un mot, on peut avoir énormément d'images différentes derrière.
Rien que le mot chien, qui est quelque chose de concret, de tangible, bien, il y en a parmi vous qui vont imaginer un labrador et d'autres qui vont imaginer un caniche. Dire le même mot ne suscite pas les mêmes images dans l'esprit de tous vos auditeurs. Et donc ça demande d'être énormément à l'écoute. Donc d'éviter les mots vagues, d'éviter les « c'est bien » ou « c'est mal », tous les « c'est » vagues, de toujours dire ce qui est bien ou ce qui est mal, et de poser des questions. Et puis d'être à l'écoute, bien sûr, par la gestuelle, par le regard. Donc pour ces grands concepts abstraits, je reviens sur le chat, voilà, la justice, la peine de mort, la lutte contre l'excision, c'est important d'abord de savoir d'où on part, quel sens est-ce qu'on donne tous à ces mots différents. Et il va y avoir énormément de notions différentes. D'ailleurs, l'une des premières questions que je vous ai posées, c'est qu'est-ce que c'est pour vous un bon discours? Vous voyez que même le mot discours n'avait pas le même sens pour tout le monde. Et ensuite, c'est de donner des exemples et des histoires, c'est-à-dire des choses dans lesquelles on peut se reconnaître. Une histoire, c'est parfois pas grand-chose, ça tient parfois en une phrase, parfois c'est beaucoup plus long, mais ça va être de pouvoir, encore une fois, contextualiser, personnifier ce dont on parle. La peine de mort, c'est quelque chose de très large comme concept. Bon, ce n'est pas l'exemple le plus joyeux qu'on aurait pu choisir, mais il y a une différence entre la décapitation et l'électrocution. On ne parle déjà pas exactement de la même chose. Lorsqu'on parle de peine de mort, le trait de génie de Victor Hugo, ça a été de faire le dernier jour d'un condamné, ça a été de personnifier ce qu'était la peine de mort, comment elle était vécue, de quoi est-ce qu'on parle. Donc, n'hésitez pas à raconter des histoires. Un excellent moyen de raconter des histoires, c'est d'utiliser la première personne, parce qu'on a tous des histoires à raconter sur soi, et parce que c'est là, en général, qu'on est le plus authentique lorsqu'on parle de soi. Et vous avez tout à fait le droit de parler à la première personne dans un discours. Encore une fois, ce n'est pas à l'écrit. Donc, vous serez rarement accusé d'immodestie en discours, sauf si vous ne parlez que de vous-même. Mais on va plus facilement s'identifier, d'autant plus qu'en discours, on vous voit en face lorsque vous parlez. Donc, on peut facilement se projeter. Lorsque vous dites « je », on a tendance à penser « je ». Bon, il est tard, c'est l'heure du dîner. Je vois qu'il commence à y avoir des décrocheurs. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions? Non pas que j'ai l'inscience infuse et que je puisse répondre à toutes les questions, mais comme ça permet de voir s'il y a des points sur lesquels je suis passée rapidement ou si j'ai été justement vague et abstraite sur certaines choses. Non? Une dernière citation sur l'éloquence que j'aimerais partager. Je suis sûre que Maître Bailly a toute une collection de citations sur l'éloquence. Alors là, je pense plutôt à des citations à l'écrit, donc des citations théoriques sur l'éloquence. L'éloquence, c'est se taire. Alors, ça, c'est une figure de style d'une efficacité et d'une simplicité terrible. Ceci, c'est cela. Alors, Victor Hugo va même plus loin. Ceci tuera cela. L'éloquence, c'est se taire. Oui, c'est fort, ça marche bien, on retient bien. Après, j'aurais pu dire l'éloquence, c'est le hors-d'œuvre de la pensée. Ça aurait marché aussi. Ça aurait peut-être eu moins de sens. Mais oui, d'utiliser des ceci et cela, des vérités générales en discours, ça marche bien. Et vous voyez que je viens d'en faire une de vérité générale. Serge Goldman vient de nous rejoindre. Et donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points qui vous posent problème au discours? Et essayez de penser au dernier discours que vous avez fait, dernière citation où vous avez eu des difficultés à prendre la parole. Une des choses qui me terrifie,
je crois que c'est assez générationnel, c'est de laisser un message sur un répondeur téléphonique. Aucun problème avec les messages audio sur WhatsApp, mais alors le répondeur téléphonique, c'est un stress incroyable à chaque fois, parce que ça demande d'être très synthétique, il faut être court lorsqu'on laisse un message, et ça demande d'être exhaustif, de ne pas oublier une partie. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on pose discours, on pense rarement laisser un message sur un répondeur. Mais surtout dans un cadre professionnel, on montre quand même beaucoup de soi, et donc il ne faut pas oublier d'éléments, il faut être rapide, il faut être clair, il faut être synthétique, donc c'est aussi un exercice qui peut être intimidant. Le ton adopté qui dépend du public. Ah oui, je dois vous dire ce que je suis en train de faire parce que vous ne voyez pas mon écran, donc je suis en train de lire le chat. Donc le temps, en effet, dépend de la personne à qui on s'adresse. Ça, on ne le répétera jamais assez. Donc connaissez votre public et un des meilleurs moyens de connaître votre public, c'est de lui poser des questions. Et évidemment d'être à l'écoute. Donc, moi, j'estime que j'aurais réussi cet exercice de la conférence Zoom, auquel je ne suis pas tellement habituée, si vous pouvez garder quelques idées de ce qu'on a dit ce soir. La première idée, ça serait surtout que vous devez exister avant votre discours, que vous devez vous poser déjà avant le discours. Donc déjà être dans le bon état d'esprit. Et pour être dans le bon état d'esprit, il faut être soi-même un tout petit peu plus, soi-même à 110%. Donc tout de suite vous mettre en condition, je vais leur montrer ce que j'ai dans le ventre, parler un tout petit peu plus fort, s'efforcer d'être moins monotone qu'on ne le serait habituellement, de plus varier le débit, le volume, de rajouter des images autant que possible. Des images, ça peut être des histoires, ça peut être de parler à la première personne, donc des histoires qui vous sont arrivées, qui sont arrivées à d'autres. De raconter des situations, évidemment, ça fait partie de raconter des histoires, et puis de s'entraîner avant. De faire des phrases courtes, simples, parce qu'on est à l'oral et pas à l'écrit, qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'il faut saisir l'auditoire. Certainement, vous êtes en train de penser à autre chose. Donc, si je vous fais une phrase interminable, vous aurez oublié le début avant qu'on en soit à la fin. Donc, sujet, verbe, complément. Les phrases « l'éloquence, c'est se taire », excellente citation, très directe. D'ailleurs, je me rends compte, là pour le coup, je reviens en arrière, que Thibaut, je n'ai pas répondu à ta question. Je vais réfléchir à des citations. Par contre, tu me donnes une autre idée. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vous pose une question qui vous déstabilise ? Alors, il y a la méthode Sciences Po. C'est une excellente question, Thibaut, et je vous remercie de me l'avoir posée. Il y a de se référer à une instance extérieure. Je vais me renseigner et je reviendrai vers vous. Il y a de poser une autre question, voire de reposer la question à celui qui vous l'a posée. Mais je vous remercie, Thibaut. Une excellente question. Est-ce que vous avez des citations à partager avec nous ? De prendre le temps, alors oui, lorsque vous avez la chance d'avoir préparé un verre d'eau, d'en profiter pour maîtriser le silence. Donc, il y a énormément de moyens de ne pas répondre à une question. Et beaucoup plus, sans doute, qu'il n'y a de moyens d'y répondre. Et si j'y pense maintenant, une citation sur l'éloquence que j'aime beaucoup de Cicéron dans son De Oratore, c'est lorsqu'il dit que les 3 buts de l'éloquence, c'est de plaire, émouvoir et convaincre. Donc évidemment, Cicéron, ça remonte à loin, mais ça s'applique encore aujourd'hui, que les 3 buts de l'éloquence, c'est donc de plaire, de séduire votre public, à la fois par votre, j'utilise un peu de termes rhétoriques, plaire, émouvoir, convaincre, de plaire par votre ethos, donc parce que vous renvoyez comme image,
Donc ça passe à la fois par votre posture, par votre ton. Est-ce que vous revoyez l'image du professeur? Est-ce que vous revoyez l'image du bon camarade? Est-ce que vous revoyez l'image de l'homme politique inspiré, etc. Ça passe par le pathos. Donc, le pathos, c'est le partage des émotions. Et par le logos, donc le partage plus rationnel des arguments et des idées. Alors là, ce que vous n'entendez pas, c'est le bruit qui est en arrière-fond qui commence à me déconcentrer. Et donc, plaire, émouvoir, le pathos, et convaincre, le logos. Ça, c'était pour les 3 mots de latin que je voulais caser. Parce que ça fait toujours bien de parler latin. Et donc, pour conclure, je vous invite à pratiquer les virlogues, 16 chaises sèches. Et je vous invite à regarder les discours politiques, mais à les regarder avec esprit critique, en vous demandant toujours, est-ce que c'est la vérité? Pourquoi est-ce que c'est dit de cette manière? Et puis, surtout, à saisir toutes les occasions de parler, de laisser un message, de téléphoner à des proches, de faire des réunions, de donner des cours, de faire des Zooms pour le consistoire israélite. Je suis sûre que Stéphane sera ravi de cette proposition. En tout cas, de saisir les occasions parce que la parole, ça se pratique. On sait tous parler, mais parler bien, ça s'apprend parce que ça demande de comprendre les personnes qui sont en face de vous, de comprendre leurs attentes et de les anticiper. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Je suis désolée, j'ai été un peu longue, on m'avait fixé d'horaire, mais c'est vrai qu'en province, c'est l'heure de dîner. Et je vous invite, eh bien, pour ceux qui veulent... À une autre séance, c'est ça, Laurent? Pardon? À une autre séance, c'est ça? Vous nous invitez à une autre séance? Eh bien, je vous invite à d'autres séances sur Brut Live que vous ne connaissez pas encore, mais qui est une plateforme qui va être lancée par le Média Brut fin novembre, le 16 novembre, si je ne me trompe pas. Et donc, sur laquelle j'organiserai des débats. On sera 5 ou 6 sur le même format Zoom autour de la prise de parole et de la négociation. Donc, c'est un peu plus particulier comme type de prise de parole et auquel interviendront dans lesquels interviendront des spécialistes des biais cognitifs, une joueuse de poker, un entrepreneur, une spécialiste de la prise de parole dans le milieu associatif et surtout associatif féministe. Donc des gens qui utilisent la négociation et la prise de parole au quotidien, mais pas forcément de la manière dont on s'attend. Ou bien sûr sur un Zoom du consistoire, si vous le souhaitez. Évidemment. Merci beaucoup, Laura, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Et je suis agréablement surpris de ce beau discours et de l'éloquence avec laquelle vous avez pu partager ce moment avec nous. Avant de nous quitter, si vous voulez bien, je vais vous partager 2 petites secondes parce qu'on se retrouve demain pour une soirée culture. C'est un tout petit peu plus tôt, mais demain, on aura la chance d'avoir avec nous à 18 h Madame Sibony, mais cette fois-ci la maman, Valérie, et qui nous parlera des livres et l'histoire du peuple juif. Donc, c'est une série de 3. Donc, ça sera pendant 3 jeudis de suite. Et on a effectivement tout un programme au consistoire que vous pouvez retrouver sur le Facebook du consistoire. En l'occurrence, ce soir, nous avons un super jeu que je vais vous afficher de suite et qui s'appelle le Caout. Je ne sais pas si vous connaissez le Caout, mais le Caout, c'est un super jeu très sympathique que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous l'avez à l'écran. Caout, ce soir, le sujet, c'est Shabbat, puisque ce Shabbat, c'est le Shabbat Project. Ça veut dire que c'est le Shabbat mondial. Et donc, des questions sur Shabbat avec à gagner un cru d'exception, un cosse en argent et 100 € de bons d'achat chez un traiteur. Pour le Zoom de demain soir avec Valérie, c'est le même code que celui de Laura. On a fait un code pour les Sibony, comme ça on partage les choses. En tout cas, merci beaucoup Laura d'avoir été avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation et j'espère qu'on pourra vous retrouver très bientôt avec nous sur le Zoom du consistoire comme vous l'avez dit. Est-ce que je suis pas mal en éloquence ou je dois m'améliorer, Laura? Parfait, c'est moi qui vais être nulle au Caout, mais je vous souhaite un très bon Caout et donc rendez-vous demain pour le Zoom de ma maman sur l'archéologie dans l'histoire juive.
Et on a aussi, alors je m'excuse juste avant de vous quitter tous, on a aussi demain après-midi un Zoom, toujours dans la culture, mais cette fois-ci à 14 h. Et c'est à la découverte du patrimoine et de la culture. Donc, le sujet, c'est Alphonse Lévy, l'artisan aux multiples facettes, et qui nous sera présenté par Alain Kahn. Et donc, c'est sur le Zoom du Consistoire que vous voyez à l'écran. Donc, demain, grosse journée culture au Consistoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci.